Bonjour à tous, bienvenue sur cet Evolua Webinar. Donc, je me présente, moi c'est Julien Victor, je vais animer ce webinar avec Maud Bellery, que je vais vous présenter juste après. Donc, moi je suis un collaborateur Evolua, donc surtout ce que je vais vous demander, c'est de ne pas hésiter à poser vos questions durant ce webinar. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est comment accroître son efficacité professionnelle. Donc, très, très grosse question qu'on se pose tous. Moi-même, je me la pose dans mon activité tous les jours. Moi, plus précisément, donc j'interviens sur des sujets RSE, QSE, mais ça intéresse aussi énormément d'autres sujets puisque l'efficacité professionnelle, ça touche tout le monde en fait concrètement. Je vais laisser Maud se présenter. Bienvenue Maud à toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es et puis justement aborder le sujet de l'efficacité professionnelle? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire en live. Donc, je m'appelle Maud Bellery. J'ai fait l'essentiel de ma carrière professionnelle dans l'automobile. Pendant 15 ans, j'ai accompagné les réseaux de distribution automobile pour professionnaliser leur activité véhicule d'occasion et les aider à développer leur activité vente aux entreprises. Et puis, il y a 4 ans, j'ai pris un virage pour transmettre mes compétences, mon expérience et œuvrer dans la formation où là, j'ai animé des formations, mais aussi conçu des modules de formation et des dispositifs de formation. Et puis, pour compléter ce volet accompagnement, j'ai fait une formation de coach et je suis aujourd'hui coach professionnel certifié. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'efficacité professionnelle et on va voir ensemble comment accroître notre efficacité professionnelle. C'est un sujet qui nous concerne tous. On a tous envie d'accroître notre efficacité professionnelle. La preuve en est, c'est que vous êtes nombreux à vous être inscrits sur ce webinaire. J'en suis ravie. Et l'idée aujourd'hui, c'est de partager avec vous 5 clés pour vous permettre de façon concrète et opérationnelle de mettre en place des actions dès demain dans votre quotidien. On va s'appuyer sur des théories, mais on va surtout s'attacher à donner des exemples et que vous puissiez mettre en place des choses de façon concrète. Vous allez le voir, on va aussi aborder des outils, mais aussi la dimension humaine, parce que on va voir ensemble qu'un travail sur soi, un travail en développement personnel et en intelligence émotionnelle, ça permet vraiment de gagner en efficacité professionnelle. Alors, on a discuté un petit peu avant, forcément, vous doutez bien que c'est un petit peu préparé, tous ces sujets-là. Tu nous parlais de 5 clés. Est-ce que tu peux préciser un petit peu quelle est la première clé et puis si tu as des exemples, nous en donner aussi par la même occasion? Oui, bien sûr. Alors, du coup, la première clé, je dirais que c'est de définir ses objectifs et ses priorités. Donc, la première chose à faire, c'est de définir son objectif. Répondre à la question, qu'est-ce que je veux? Quel est mon objectif vraiment? Et pour ça, on peut s'appuyer sur l'objectif SMART qui va nous permettre de structurer un petit peu notre façon de nous y prendre. Donc, le premier S, vous connaissez certainement cet outil SMART, mais il a le mérite d'être vraiment structurant. Donc, le premier S, c'est le S de spécifique, c'est-à-dire de définir son objectif de façon précise. La deuxième lettre, c'est le M, c'est le fait qu'il faut définir comment mesurer l'atteinte de son objectif. Ça répond à une des questions que l'on a eues dans la préparation du chat et qui était de justement comment on mesure le fait d'accroître son efficacité professionnelle. Et donc, pour définir cette mesure, ça va complètement dépendre de l'objectif. Si c'est par exemple de rendre l'appel d'offres pour le 1er septembre, l'objectif va se déterminer peut-être par rapport à un timing, par rapport aussi à des objectifs qualitatifs. Et puis, si c'est plus un objectif lié à la vente, ça va être peut-être plus chiffré.
Ensuite, il faut que cet objectif soit atteignable, c'est-à-dire qu'il soit dans la mesure de ce qu'il est possible de faire, qu'il soit réaliste, c'est-à-dire qu'il corresponde à les moyens que l'on a à disposition, aux compétences, et enfin, qu'il soit temporellement défini, cet objectif. Et donc, tout cela va nous permettre de bien cadrer notre objectif. Et puis, la deuxième chose, eh bien, ça va être de définir quelles sont ses priorités, quelles sont nos priorités. On est tous confrontés le matin quand on se lève on a une multitude de choses à faire et on ne sait pas par quoi commencer. Est-ce que je fais la tâche X? Est-ce que je fais la tâche Y? Ou est-ce que je m'attache au projet Z qui, lui, est plus gros? Donc, finalement, je ne sais pas comment m'y prendre. Eh bien, pour ça, on peut s'appuyer sur la matrice d'Eisenhower qui va nous aider à définir nos priorités. Alors, cette matrice d'Eisenhower, on va le voir ensemble, va nous permettre de définir ce qui est urgent et important, plus ou moins urgent, plus ou moins important. Par exemple, prenons le cas concret d'un manager qui gère une équipe et qui a une activité de vente. Pour être assez large, eh bien, si, par exemple, j'ai une tâche qui n'est pas urgente, mais qui est importante, par exemple, faire mon reporting trimestriel. Eh bien, cette tâche, elle est importante, mais elle n'est pas urgente aujourd'hui. Donc, cette tâche, je vais la planifier. Ensuite, je peux avoir une tâche à réaliser qui va être importante et urgente. Donc, celle-ci, je vais la faire tout de suite. Ça va être, par exemple, d'organiser ma réunion de lancement de journée et de distribuer à mon équipe de vente les leads pour qu'ils puissent rappeler les clients dès ce matin. Et donc, cette tâche, je vais la faire. Urgent et important, je me mets en action, je le fais. Si j'ai une tâche qui n'est pas urgente et pas importante, eh bien, je la supprime. Ça va être, par exemple, répondre à des sollicitations commerciales de prestations qui ne m'intéressent pas. Eh bien, celle-ci, je la supprime pour éviter d'avoir cette charge-là en plus. Et puis, je peux aussi avoir une tâche qui est urgente, mais qui n'est pas vraiment importante pour moi en tant que manager aujourd'hui dans ma journée. Ça va être, par exemple, de refaire mon merchandising ou d'exposer mes produits. Eh bien, cette tâche, je vais la déléguer, je vais la confier à mon équipe, par exemple. Donc, le fait d'avoir cette matrice d'Eisenhower, ça va nous permettre de mieux structurer et puis de choisir, de faire la bonne activité au bon moment, tout simplement. D'accord. Alors, Maud, on a des actions à réaliser quotidiennement, hein, c'est ce que tu viens de nous dire, en fait, concrètement. Et j'avoue que des fois, alors moi ou d'autres personnes, je pense, on a tendance un petit peu à procrastiner. Est-ce que tu aurais des astuces pour nous éviter justement cette procrastination? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Oui, tu as raison, on est tous confrontés à ça et c'est assez naturel en fait. C'est comme, en fait, on dit qu'il y a 3 forces. La première force, c'est la motivation, ce qui nous pousse à agir. Et puis, il y a une deuxième force qui va être une force humaine et qui va nous faire un peu reculer et puis nous faire éviter de nous mettre en action. Alors là, ce que je propose, le petit truc que je peux vous proposer, eh bien, c'est de vous poser cette question. Y aura-t-il des conséquences négatives si je ne fais pas telle ou telle tâche aujourd'hui? Et en fait, ces conséquences négatives, on n'a pas envie de les vivre. Et par peur de les vivre, justement, eh bien, ça va agir comme la force 3, la force qui va nous donner ce petit coup de pied aux fesses pour nous mettre en action, justement. Allez, je vous donne une autre question qui peut être aussi intéressante pour éviter la procrastination, c'est de se poser la question qu'est-ce que ça va m'apporter de plus important encore? En fait, c'est comme si c'était un bénéfice secondaire. Par exemple, réaliser un appel de prospection, je ne me sens pas super motivée parce que ce n'est pas une tâche que j'aime faire, mais qu'est-ce que ça va m'apporter de plus important encore? Eh bien, ça va me permettre d'atteindre mon objectif mensuel et de décrocher ma prime. Donc, ça va aussi agir comme cette force 3 et me pousser à l'action. Voilà ce qui est intéressant, par exemple, à mettre en place pour éviter la procrastination. J'en viens à vous proposer la clé numéro 2.
eh bien, c'est de mettre en place une organisation de travail, je dirais construite, structurée. Et pour ça, je propose de mettre en place une to-do list. Cette to-do list, elle peut être faite quotidiennement. Elle peut être faite tout simplement en couchant sur le papier ce que l'on a à faire. Et elle peut aussi être faite de façon plus structurée, par exemple. Alors, tu nous disais de coucher ça sur papier. Enfin bon, j'avoue, ma to-do list, je vais pas la coucher sur papier tous les jours, quoi. Est-ce qu'il y aurait pas des outils sur lesquels je peux me reposer? Je sais qu'on utilise des smartphones, maintenant on est connecté partout. Quels outils est-ce que je pourrais utiliser au quotidien? Alors, tu as raison, il y a des outils qui vont un peu plus loin que le papier, qui sont plus intéressants à utiliser. En fait, c'est des outils qui sont assez simples, qui peuvent exister tout simplement sur Google avec Task, et ça va nous permettre de poser nos actions dans le calendrier. Et puis, il y a aussi d'autres applications. Donc, je ne vais pas forcément en recommander une, je peux vous parler de quelques-unes. Alors, il y avait Wunderlist qui était très bien et qui maintenant n'existe plus puisque c'est Microsoft To Do. Il y a aussi une application qui s'appelle Trello qui permet de visualiser les choses avec des tableaux et des checklists collaboratives. Il y a une autre application qui s'appelle Anydo qui a des multiples fonctionnalités qui va permettre de gérer l'agenda, le calendrier, le rappel des listes, des tâches, etc. Un autre outil qui s'appelle Todoist et qui va permettre de suivre sa productivité. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on réalise une tâche et qu'on le dit à l'outil, eh bien, on va avoir des gratifications, des félicitations. Ça, c'est toujours assez intéressant pour être encouragé, rester motivé. Et puis, la dernière dont je peux vous parler, c'est Asana, qui est une plateforme de gestion du travail collaborative et qui va permettre de rester centré sur nos objectifs et notre projet avec les tâches quotidiennes, mais en mettant l'ensemble des collaborateurs sur l'outil pour gérer ça ensemble. Je sais que je rebondis sur ce que tu es en train de dire parce que je sais que nous aussi, chez Evolua, on travaille en sprint avec ces outils-là, en fait. C'est-à-dire que on se fixe des objectifs à la semaine. Bon, il y a les objectifs globaux, comme tu disais tout à l'heure. Et puis après, on se fixe des objectifs à la semaine. On est une équipe, on crée une équipe. Nous, on fait ça sur Teams, en fait. Et en fait, on se répartit des tâches à faire. Et du coup, ça nous permet de pouvoir atteindre nos objectifs au fur et à mesure avec une personne qui suit, qui est, elle, on va dire, en gros, qui manage ce sprint-là. Et en fait, ça permet à chaque fois de tourner en plus, parce que différentes personnes vont manager différents sprints, et ça nous permet d'atteindre nos objectifs à la semaine. Je sais que nous, on fonctionne un petit peu comme ça aussi. Je pense que ça peut être aussi une clé qui peut aider, en fait. C'est ça, tu as raison. Et en fait, du coup, ça m'amène justement à évoquer l'autre petite, en plus de la to-do list, ce que je préconise, c'est justement de réaliser des rétro-plannings. Et ces rétro-plannings-là, eh bien, ça va nous permettre de découper notre gros objectif, notre grosse mission, parce que en fait, il y a la loi de Parkinson qui nous dit que finalement, plus on a de temps, plus on en prend. Et ce qui est intéressant dans la réalisation du rétro-planning, c'est de se poser la question de façon structurée, prendre du temps. Et de se poser vous savez, les QQOCQ, qu'on peut aussi appeler en anglais les 5 W, où on va se dire qui intervient, quoi, comment, quand, combien, etc. Et en fait, ça va nous permettre de poser des jalons et de découper notre projet en sous-tâches et avec des deadlines, des dates limites qui vont nous permettre de mesurer et de respecter ce temps et puis donc du coup de structurer nos actions et d'être certain d'arriver à réaliser nos tâches dans le temps imparti et pour arriver à notre objectif final. Donc ça aussi c'est intéressant de pouvoir découper nos tâches, poser des actions pour avancer progressivement et parvenir à respecter le planning. Donc, voilà ce qui est intéressant dans la clé numéro 2 pour mettre en place une organisation de travail construite. Alors, je rebondis sur une question qui nous a été posée
dans le chat en commentaire. Est-ce qu'on va fournir justement une liste d'outils après le webinaire? Oui, effectivement. Juste pour vous le dire, hein, on va vous fournir une liste d'outils et puis on vous mettra aussi, vous voyez là, on projette des slides aussi de temps en temps. Ces slides-là, on vous les enverra par mail. Donc surtout, n'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail si vous le souhaitez. On vous les enverra. Pour ceux qui se sont inscrits sur le formulaire d'inscription, excusez-moi, on vous l'enverra directement par mail. Et puis ceux qui suivent le webinaire, qui ne se sont pas inscrits, qui n'ont pas rempli le formulaire, n'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail en commentaire. On le prendra et puis on vous enverra ça directement. Maud, est-ce que tu peux nous parler du coup de la troisième clé? C'est ça là? D'accord, ok. On en est à la troisième. Là, donc, on a vu les deux premières, elles concernaient vraiment l'organisation de travail. La clé numéro 3, elle va un petit peu plus loin, puisqu'en fait, c'est comment mieux se connaître et mieux gérer ses émotions. Effectivement, on ne le sait pas forcément, mais d'après les neurosciences, 95% de nos comportements en fait, sont dirigés par notre inconscient. Et là, quand on prend conscience de ça, on se dit, ouf, en fait, pour gagner en efficacité professionnelle, c'est intéressant d'explorer un peu notre psychisme afin de mieux nous connaître, de mieux savoir comment on fonctionne, notamment sur la gestion de nos émotions. On est souvent soumis à des stress dans notre vie professionnelle et alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Justement, parce que, excuse-moi, hein, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Hein. Tu nous parles de gestion des émotions. C'est souvent lié quand même à l'atteinte d'objectifs, hein, puisque tu nous parlais d'objectifs à atteindre. Alors, je parle du travail, hein, je ne parle pas forcément hors travail, parce qu'effectivement, on a d'autres notions qui sont liées au stress, qui sont notre vie personnelle, des tâches qu'on a à faire qui sont liées à notre vie familiale, en fait. Et puis après, à côté, il y a le travail en soi, avec nos objectifs qu'on s'est fixés et qu'on essaye d'atteindre à court, moyen et long terme. Et en fonction de l'objectif à atteindre, on peut être plus ou moins en période intense de stress, en fait. Du coup, est-ce que tu aurais des choses à nous dire sur cette gestion des émotions par rapport à ça? Oui. Ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, les émotions, elles sont omniprésentes dans notre vie et que finalement, une émotion, c'est une réaction adaptative qui ne passe pas forcément par la réflexion, qui va être affective intense, qui va être biologique et elle va être pulsionnelle et spontanée. Et l'idée, c'est de comprendre que chaque alerte émotionnelle est révélatrice d'un important. Et ce qui est important, c'est d'aller explorer, finalement, de se connecter à cet important-là. Alors, les émotions, c'est comme un véhicule. Il y a 4 émotions de base. La première, c'est la joie. C'est l'état d'être naturel du petit enfant. C'est notre moteur, c'est l'envie, c'est ce qui nous met en dynamique. Elle est positive et c'est OK, c'est super. Après, il y a les émotions dites négatives. Et par exemple, on va avoir la colère. La colère dans notre véhicule, donc la joie, c'est le moteur. La colère, elle va être comme un accélérateur. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de sortir de situations enlisantes, de poser nos limites, de sortir de là où on ne veut pas aller, grâce à la colère. Une autre émotion qu'on peut dire négative, c'est la tristesse. Et finalement, la tristesse, dans notre véhicule, elle va agir comme un embrayage qui va nous permettre de changer de régime sans casser le moteur. La tristesse, elle va nous amener au changement finalement. Et puis, la 4e émotion, c'est la peur. Celle-ci, elle est néfaste, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette peur, elle va, dans notre véhicule, agir comme notre pédale de frein. Elle va nous inviter à conduire prudemment. Elle va nous inviter à aborder les virages de notre vie avec circonspection et puis à éviter d'aller dans le mur. Donc, finalement, même ces émotions négatives, elles ont un message positif à nous donner et c'est assez intéressant d'en prendre conscience. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est prendre un exemple pour voir comment ça se passe. Justement, Julien, tu me demandais comment on fait pour gérer notre stress. Eh bien, alors, prenons l'exemple d'un collaborateur dont le bureau est désordonné
Et moi, en tant que manager, ça m'agace fortement. Ça m'énerve. Chaque fois que je passe devant son bureau, je vois ce désordre et ça m'énerve. Eh bien, plutôt que laisser la colère monter et me mettre à crier ou à être désagréable avec un état d'esprit négatif, là, l'outil que je voudrais vous partager, c'est de faire SOPA. Alors, dans SOPA, le S, c'est de s'arrêter. Je sens que j'ai de la colère qui monte, je m'arrête. Le O de SOPA, c'est observer. Observer ce qui se passe. Je sens que ça m'agace, je sens que je vais sortir de mes gonds, que je vais avoir des paroles désagréables. Et donc, essayer de comprendre ce qui se passe. Eh bien, je comprends que finalement, cette colère, elle fait écho à mon besoin d'être organisé, d'être rigoureux et au respect de l'environnement de travail et des autres. Et donc, A de SOPA, eh bien, c'est agir, accueillir cette émotion et agir, et plutôt utiliser cette colère de façon constructive. Grâce à cette colère que j'identifie, eh bien, ça va être l'occasion de revenir sur les règles à respecter avec mes collaborateurs, et je vais mettre l'accent sur quelque chose de constructif et je vais proposer de remettre en place une règle ou de la mettre en place si elle n'avait pas été exprimée. Et cette règle, ça va être d'inviter chacun à ranger son bureau chaque soir. Et là, on voit que finalement, cette technique de faire SOPA, plutôt que de laisser la colère s'installer, je vais l'accueillir, l'identifier et la transformer en quelque chose de positif. Voilà ce qu'on peut dire sur un moyen pour gérer ses émotions. Et pour aller plus loin dans la gestion des émotions, ce qui est intéressant de faire, c'est justement un petit travail sur soi pour apprendre à mieux se connaître. Il y a différents outils sur lesquels on peut s'appuyer. Par exemple, en analyse transactionnelle, il y a ce qu'on appelle les drivers, qui sont ces messages contraignants. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est le test qui va permettre de déterminer quels sont les drivers, ces messages contraignants qui finalement dirigent mon comportement de façon inconsciente. En fait, il y en a 5. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, d'autant que, comme Julien vous l'a dit, on va vous mettre à disposition le support. Mais il y a le premier driver, c'est le soi parfait. C'est quand on veut toujours aller vers plus de perfection. Et donc, le message à se donner, ça va être soit réaliste, par exemple. Un autre driver, c'est soit fort. Là, c'est d'être plus ouvert. Un autre driver, ça va être fait des efforts. Là, c'est quand on a toujours le besoin de se dire, il faut que je travaille dur. Et là, finalement, le message, ça va être réussi à ta mesure. Oui, en plus, je rebondis un petit peu un mot, mais en plus, c'est complètement individuel parce que quand tu dis fais des efforts, c'est fais des efforts avec ton cadre de référence à toi, et réussi à ta mesure, c'est plutôt tu as ton propre cadre de référence et à toi d'atteindre en fait ton objectif et de réussir à ta manière, enfin pas forcément à ta manière, mais en fait de par rapport à ton cadre de référence, de réussir quoi en fait tout simplement. Et c'est pas toi qui imposes individuellement ton propre cadre de référence à l'autre en fait. C'est ça aussi qui est important. En fait, ces drivers, ces messages, dépêche-toi, sois fort, sois parfait, ils sont pas du tout négatifs en soi. Ils sont bons. Ce qui est à réguler, c'est quand ils sont en excès, en fait. Et c'est là où on va avoir besoin de se donner les messages positifs ou de mettre en place des antidotes, des plans d'action pour mieux réguler ces drivers. Donc, je ne sais pas, on a vu sois parfait, sois fort. Il y a aussi le dépêche-toi. Il y a aussi le fait plaisir qui va correspondre à quelqu'un qui a du mal à dire non parce qu'il a trop envie de faire plaisir et d'être aimé finalement. Et puis, voilà, il y a le fait des efforts qui correspond au besoin à la notion de travailler dur pour réussir. Et donc là, ce sera plutôt réussi à ta mesure. Alors, moi, je rebondis sur une question qui est dans le chat. Comment ne pas subir pour le coup? Alors, comment ne pas subir? C'est vraiment d'apprendre à se connaître et de sentir que quand
en fait, c'est une très bonne question parce que il y a deux façons de faire. C'est soit d'être en réaction, soit d'être en action et en maîtrise. Et quand on subit, c'est qu'on est en réaction. Donc, l'idée, c'est de faire ce travail sur soi pour apprendre à mieux se connaître et à reprendre le lead sur son comportement. Et alors, on a tous ce travers, enfin, de se laisser déborder. Et la technique, c'est justement de faire saut pas. Quand on sent qu'on subit, de faire saut pas, de s'arrêter, de prendre le temps d'observer ce qui se passe, de comprendre pour justement accueillir avec bienveillance ce qui se passe et pouvoir reprendre le lead sur son action. Est-ce que ça fait pas sens, Maud, du coup, justement, le fait de subir, est-ce que c'est pas lié à l'ego aussi un petit peu? Est-ce que ça fait pas sens avec l'ego pour le coup? Alors, justement, je te remercie de ta question parce que l'ego, c'est aussi un sujet que je voulais aborder avec vous parce que finalement, qu'est-ce que l'ego? Alors, l'ego, ça peut être mal interprété. C'est pas lié à l'estime de soi. L'ego, c'est vraiment finalement l'idée que l'on se fait de qui l'on est. En fait, l'ego, c'est notre mental conditionné. Toutes les émotions non conscientes, c'est finalement le pôle négatif de notre personnalité. Et en fait, cet ego, c'est notre petite voix dans notre tête qui nous raconte une histoire parce que justement, c'est notre mental conditionné. Et l'ego, en fait, agit en permanence au fond de nous comme une force cachée, subtile. Et en fait, l'ego répond toujours à un besoin. Et ce besoin, ça va être posséder, avoir toujours plus, besoin d'avoir raison, besoin de se comparer, besoin d'être spécial, d'avoir plus de pouvoir. Voilà, vous l'avez compris, en fait, cet ego, c'est la petite voix dans notre tête, l'histoire que l'on se raconte. Et finalement, c'est vrai que l'ego, on peut dire qu'il est à l'origine de tous nos problèmes. Et cet ego, il faut réussir à le faire taire pour se reconnecter à qui l'on est vraiment au fond de nous. Ça fait aussi cette part de qui l'on est vraiment au fond de nous, ça fait écho au moi naturel qui est un élément du psychisme tel que nous le décrit Carl Jung. Il nous décrit l'ego qui est ce mental conditionné, le moi naturel qui est ce que l'on est au fond de nous. Et puis, Carl Jung nous parle de notre part d'ombre. Et qu'est-ce que c'est que cette part d'ombre? Eh bien, en fait, c'est tout ce que l'on a refoulé dans notre inconscient et dont on n'en a plus conscience, justement. Alors là-dedans, il y a justement les émotions et justement, l'idée, comment mettre la lumière sur cette part d'ombre? Eh bien, ça fait écho aussi à cette question sur comment ne pas subir. C'est quand on réagit de façon excessive, quand on surréagit par rapport à un comportement ou à une situation. Eh bien, justement, c'est bien souvent que ça fait écho à notre part d'ombre. Alors, je vais prendre un exemple pour vous expliquer ça de façon concrète. Je vais prendre un exemple qui me concerne. Je suis agacée de façon peut-être excessive par les personnes que je qualifierais de insouciantes. Ces personnes qui, finalement, ne se préoccupent pas voilà, qui vivent de façon insouciante. Et en fait, si j'essaye d'identifier ça, je comprends que ça fait écho à mes valeurs d'organisation, de rigueur et d'anticipation. Et donc, si je réagis de façon excessive face à l'insouciance, eh bien, c'est peut-être justement parce que j'ai refoulé cette part d'insouciance en moi. Et de prendre conscience de ça, eh bien, ça va nous éclairer, notre part d'ombre, et ça va nous permettre justement de ne pas subir et de prendre le contrôle au maximum sur nos comportements et nos réactions émotionnelles. Eh bien, tout ça, ça va aussi contribuer à l'efficacité professionnelle, à notre efficacité et à accroître notre efficacité professionnelle. Et puis, ce que je voulais évoquer avec vous aussi, c'est les stratégies de sabotage. Alors, qu'est-ce que c'est que les stratégies de sabotage? Eh bien, c'est finalement qu'est-ce que, de façon inconsciente, je peux mettre en place pour ne pas atteindre mon objectif, pour ne pas me mettre en action dans ce que j'ai à faire.
Alors, en fait, on se connaît bien et il est important d'essayer d'identifier quelle stratégie de sabotage je vais peut-être mettre en place et qui va m'empêcher d'atteindre mon objectif. Alors, il y a par exemple la procrastination. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a aussi le piège des excuses. Donc là, ça veut dire je vais trouver plein de bonnes raisons pour ne pas me mettre en action ou qui vont justifier le fait que je n'atteigne pas mon objectif. Ça peut être aussi le piège du temps qui passe ou la passivité. C'est-à-dire, finalement, le temps passe trop vite et puis finalement, je ne fais rien. Ça peut être aussi le coup de la bécasse, c'est-à-dire que je vais parler d'autre chose, aller sur un autre sujet. Ça peut être aussi dramatiser, amplifier les choses qui vont m'empêcher d'atteindre mon objectif. Ça peut être intellectualisé aussi, c'est-à-dire partir dans des concepts qui vont finalement m'éloigner de l'action concrète. Et puis, ça peut être aussi s'inventer un autre problème, m'écarter de mon focus, mon objectif principal. Et puis, ça peut être aussi, c'est un peu plus pernicieux, mais s'incapaciter. Ça veut dire que là, peut-être que finalement, je vais tomber malade ou je vais me faire mal et ça va m'empêcher d'atteindre mon objectif. Alors, on se connaît et si on prend le temps d'identifier les stratégies de sabotage potentielles qui peuvent se mettre en action, eh bien, l'idée, c'est de les déjouer dès le départ et de mettre en place des actions pour justement ne pas laisser ces stratégies de sabotage se mettre en place. Voilà pour la troisième clé qui était donc mieux se connaître et mieux gérer ses émotions. Donc là, je vous ai livré pas mal d'éléments qui méritent bien sûr d'être approfondis pour aller plus loin et vraiment mettre des choses de façon efficace. La quatrième clé, eh bien, ça serait de savoir communiquer efficacement. Alors, les choses peuvent être dites. Le poids des mots, c'est important, mais on le sait dans la communication, finalement, la communication verbale, c'est que 7% de la communication. Donc, ce qui est important, c'est de s'attacher aussi au non-verbal, au paraverbal, qui finalement est l'essentiel de notre communication, de la communication. Alors, comment faire? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est s'appuyer sur la PNL. Alors, la PNL, peut-être vous connaissez ou peut-être moins, c'est donc la programmation neurolinguistique. Elle est née dans les années 70 suite aux recherches de deux universitaires californiens, qui sont John Grinder, qui était linguiste, et de Richard Bandler, qui était mathématicien informaticien. Tous les deux sont docteurs en psychologie. Et en fait, leurs travaux s'appuient sur l'observation et l'écoute, l'enregistrement de nombreux thérapeutes professionnels de la communication. Et en fait, ce que la PNL nous révèle, eh bien, c'est que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que chaque personne, finalement, la réalité n'est pas la même pour chacun d'entre nous. On a chacun notre propre représentation du monde, notre propre carte du monde. En fait, on interprète en permanence les choses en fonction de nos filtres qui sont issus de notre culture, bien sûr, de notre éducation, de notre famille et de nos expériences vécues. Et donc, tout ça fait que ce qui est important, c'est de comprendre que finalement, pour bien communiquer, c'est d'aller à la rencontre de l'autre pour le comprendre et essayer de voir le monde à travers les filtres de l'autre, les yeux de l'autre. Donc, l'idée là, c'est d'observer vraiment son interlocuteur. Donc, on en a parlé, c'est la communication, elle n'est pas que dans les mots, elle est dans le paraverbal et le non-verbal. Et donc, de pratiquer l'empathie, donc voir le monde aussi avec les yeux de l'autre, parce qu'il n'y a pas de modèle plus vrai qu'un autre. Et de pratiquer l'écoute active, afin de poser des questions, de faire préciser la pensée de l'autre pour mieux le comprendre.
En fait, voilà, communiquer, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre. Alors, est-ce que tu aurais des exemples ou est-ce que tu aurais une méthodologie ou quelque chose qui nous permettrait de pouvoir communiquer de manière plus efficace en fait et d'être compris aussi parce que c'est ça qui est pas évident en fait hein, pour le coup. C'est ça. En fait, dans la communication, on est toujours deux. Donc, il y a comment moi je vais dire les choses avec aussi mes filtres parce que j'ai ma propre représentation du monde et comment l'autre va le comprendre avec sa représentation du monde. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à rentrer en synchronisation et la clé, finalement, c'est l'observation et les questions ouvertes, reformuler et poser des questions. Et alors, pour prendre un exemple, on peut évoquer par exemple un entretien de recrutement où là, le recruteur va essayer de rentrer en synchronisation avec le candidat. Il va reprendre les mots et les attitudes du candidat pour vraiment créer cette bulle de communication, de synchronisation et de faire préciser. Par exemple, lorsque le candidat nous dit j'étais le meilleur vendeur, eh bien, le recruteur va essayer de voir ce qu'il y a derrière et donc de poser des questions ouvertes qui vont amener le candidat à s'exprimer. Donc, ça peut être en quoi vous étiez le meilleur, par rapport à qui, par rapport à quoi, parmi qui, voilà. Si quelqu'un nous dit ça n'a pas d'importance, eh bien, faire préciser qu'est-ce qui n'a pas d'importance, parce que le ça, finalement, la personne qui sait ce qu'elle veut dire, mais l'interlocuteur, pas forcément. Donc, ce qui est important vraiment, c'est de toujours poser des questions pour éviter le plus possible les interprétations, les non-dits, les omissions. En fait, souvent, quand on dit quelque chose, nous, on sait ce qu'on veut dire, mais du coup, on va utiliser des petits mots comme ça n'a pas d'importance, mais il faut faire préciser les choses pour être sûr d'avoir une communication efficace. D'accord, très bien. Voilà. Au-delà de cette communication en synchronisation et en empathie, on peut être confronté à vivre des situations plus ou moins conflictuelles et comment sortir ou ne pas entrer dans le conflit. Eh bien, là, on peut s'appuyer sur les travaux de Marshall Rosenberg qui a mis en place le modèle de la communication non violente. Alors, cette communication non violente, elle est basée sur 4 étapes que l'on peut voir dans ce que l'on appelle le bonhomme OSB. Et donc, on voit que la première étape, c'est l'observation. Donc, la première étape, c'est d'observer les faits et de décrire la situation vraiment telle qu'elle est, sans jugement, sans interprétation et sans analyse. La deuxième étape, ça va être d'exprimer notre sentiment. Qu'est-ce que l'on ressent par rapport à cette situation, d'exprimer les sentiments que suscite cette situation. Par exemple, si on ressent de la tristesse, de la frustration ou encore de la colère, eh bien, d'exprimer ce que l'on ressent. La troisième étape, ça va être d'exprimer son besoin, c'est-à-dire que derrière ce sentiment que l'on vient d'exprimer, identifier et comprendre quel est le besoin qui a été provoqué par ces sentiments et aussi de l'exprimer clairement. Et la dernière étape, eh bien, ça va être de formuler une demande concrète qui permettra à notre interlocuteur de satisfaire le besoin que l'on a et donc d'apaiser cette situation. Alors, cette demande, elle doit être toujours formulée de façon positive, elle doit être claire et précise et réaliste et tout de suite applicable de suite. Elle doit être ouverte, c'est-à-dire qu'elle peut être aussi discutée. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, on a un collaborateur qui arrive en retard au travail et qui ne prévient jamais. Alors, plutôt que de lui dire tu es encore en retard aujourd'hui, c'est un manque de respect pour toute l'équipe. Donc là, ça sera plutôt justement un mode de communication qu'on pourrait qualifier de violent. Marshall Rosenberg le qualifie du mode chacal.
Alors, comment on va mettre en place ce modèle de la communication non violente? La première étape, c'est donc, on a dit, l'observation. Juste les faits, rien que les faits. Donc, tu arrives à 10 heures alors que tout le monde commence à 9 heures. C'est la deuxième fois que ça arrive cette semaine. Donc là, on a observé et décrit la situation. La deuxième étape, c'est donc d'exprimer son sentiment. Je suis énervé et déçu. La troisième étape, c'est d'exprimer le besoin. Donc, je suis énervé et déçu car l'équipe a besoin de fiabilité et il est important que chacun prenne ses fonctions en même temps pour maintenir une bonne cohésion d'équipe. Et la quatrième et dernière étape, c'est donc d'exprimer le besoin. Peux-tu arriver à l'heure dès demain et prévenir en cas de retard? Là, on voit bien qu'elle est formulée de façon positive, claire, précise et dès demain. Alors là, de façon décortiquée, ça paraît peut-être pas très naturel, mais en le faisant de façon régulière, eh bien, ça va devenir plus naturel. Et puis, finalement, la méthodologie en 4 phases, elle va se faire en une seule et même phrase. Et en tout cas, ce qui est important, c'est que de voir quels sont les bénéfices derrière et de voir que finalement, eh bien, c'est un outil vraiment efficace à mettre en place, que c'est efficace pour soi, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe. Ok, très bien. Je trouve ça bien que tu nous aies présenté ça par un exemple concret. Ça permet de mettre en perspective un petit peu la théorie, en fait, hein, et plutôt de voir le côté pratique. Est-ce que tu peux nous parler de la cinquième clé, du coup, la dernière clé? Oui. Alors, la dernière clé, c'est de rester motivé et mobilisé et impliqué, focus sur son objectif. Alors, la motivation, dans motivation, en fait, il y a motif et action. Et donc, on va voir que finalement, cette motivation, c'est la raison qui nous pousse à agir. Et la motivation, c'est vraiment important pour rester focus sur son objectif. Alors, tu nous dis de rester focus sur nos objectifs, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses par lesquelles on doit passer d'abord pour pouvoir rester focus sur son objectif? Oui, c'est toute la difficulté en fait de parvenir à rester motivé. Et pour parvenir à rester motivé, ce qui est important, eh bien, on l'a évoqué, enfin, je l'ai évoqué tout au début dans une des clés pour éviter la procrastination et c'est de voir ce qu'il y a de plus important encore. Et donc, l'idée là, c'est d'aller déterminer quelles sont nos valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Eh bien, finalement, c'est ce qui nous inspire, ce qui nous pousse à l'action et ce qui finalement, qu'est-ce qui nous fait sortir du lit le matin? Et donc, ce qui est intéressant, important, c'est de déterminer, de prendre le temps de se poser la question, quelles sont nos valeurs? Alors, des valeurs, il y en a plein. Vous pouvez vous aider en allant chercher des listes de valeurs si intrinsèquement, ça ne vous vient pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de déterminer ces 3 principales valeurs, nos moteurs dans la vie, et puis 4 valeurs secondaires. Et puis, quand on aura déterminé ces valeurs, eh bien, finalement, c'est grâce à ces valeurs que l'on va réussir à rester motivé, impliqué, focus sur notre objectif. Voilà, c'est important de déterminer ces valeurs. Bah écoute, Maud, super. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure, du coup, puisqu'on est à 44 minutes. Alors, juste une petite chose, je sais qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Il y a des questions auxquelles on répondra par écrit, en fait, hein, directement. Donc, est-ce que tu as un petit mot pour conclure, Maud, par rapport à tout ça? Oui, pour conclure, j'aimerais bien vous donner la formule magique de la réussite qui, pour moi, est motivation, on en a parlé, fois énergie, fois compétence. Donc, les compétences, on comprend ce que c'est et on sait qu'on peut faire appel à de la formation pour toujours rester et monter en compétences. Mais j'aimerais m'attarder un petit peu plus sur énergie. La physique quantique nous apprend que finalement, tout n'est qu'énergie. La matière est énergie et nous sommes aussi énergie.
et nous vibrons ce que nous pensons et nous vibrons ce que nous sommes. Donc, ce qui finalement est important, c'est de réussir à rester en énergie haute, à vibrer de façon haute en permanence. Alors là, j'ai envie de vous donner quelques petites astuces, quelques petites clés. C'est de pratiquer, par exemple, la gratitude. La gratitude va nous aider à nous maintenir en énergie positive. Une autre chose aussi qui me semble importante, c'est de mettre son corps au service de son esprit et de pratiquer une activité physique ou pratiquer une activité sportive pour rester en énergie haute aussi. Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est de pratiquer la méditation ou la cohérence cardiaque. On le voit de plus en plus, les neurosciences nous l'apprennent, la méditation apporte vraiment des bienfaits qui vont être directement liés à notre efficacité professionnelle. La méditation va permettre de réduire considérablement notre stress. Alors pour ceux qui ne sont pas super à l'aise avec la méditation, vous pouvez trouver plein de méditations guidées sur Internet avec des délais plus ou moins, des durées plus ou moins grandes qui peuvent aller de 5 minutes à 1 heure. Mais en tout cas, il y a aussi la cohérence cardiaque qui est plus facile peut-être à mettre en place. Et la méditation apporte vraiment des bienfaits aussi sur nos capacités cognitives, aussi sur notre vieillissement et aussi sur notre système immunitaire, ce qui est important à l'heure actuelle. Voilà pour les derniers petits conseils que je pouvais vous donner. Très bien, Maud. Écoute, merci pour ce live. Les questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire, puisque là, on a dépassé un petit peu le temps. Donc, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. La vidéo sera bien sûr en rediffusion, donc elle sera accessible. Vous écrivez en commentaire et nous, on y répondra sans aucun souci. Vous pouvez nous rejoindre sur evolua.fr. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nous directement, si vous le souhaitez. Donc, des petits rendez-vous de 15 minutes dans lesquels vous pourrez exprimer vos besoins et on pourra échanger et vous présenter un petit peu ce que propose Evolua. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, mais aussi LinkedIn. On a une page entreprise, donc surtout, allez-y, abonnez-vous, vous aurez toutes les news. On fait d'autres webinars aussi. Il y a un webinar dans un mois à peu près. Je crois que c'est le 15, c'est le 15 juin sur la perte de sens. Voilà, avec une professionnelle de santé qui va nous parler de la perte de sens, les burn-out, etc. Surtout, moi, je voulais quand même remercier Maud pour ce temps passé et puis pour ses précisions sur l'efficacité professionnelle. Ça nous a éveillés quand même sur cette question-là. Tu nous as apporté quelques clés qui sont intéressantes. Puis après, vous avez toutes les formations qu'on peut vous proposer. Maud, je vais te laisser un petit peu le mot de la fin, si tu as quelque chose. Merci, merci à tous et puis surtout n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir et j'espère que ces quelques clés vous auront permis de mettre en place des actions dès demain et de vous aider à accroître votre efficacité professionnelle. Merci à toi et on fera peut-être d'autres webinars, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur les prochains webinars. Juste une petite chose. N'oubliez pas, surtout, l'humain est au cœur de la création de valeur. Je vous dis à bientôt. Laissez vos commentaires et à la prochaine. Ciao. Merci. Au revoir.